Le sommeil chez l'enfant, le sommeil chez l'adulte, c'est un sujet qui revient très régulièrement dans les échanges que j'ai avec les parents et c'est hyper important parce que si l'enfant a un mauvais sommeil, il y a de grandes chances que vous ayez un mauvais sommeil. Et si vous avez un mauvais sommeil, vous allez mal commencer les journées et je sais parce que j'ai vécu ça et c'est très compliqué. Donc dans cette vidéo, aujourd'hui, nous allons voir 5 clés pour vous aider à mieux comprendre le sommeil et comment vous allez pouvoir aider vos enfants et donc vous-même et toute la famille à retrouver un sommeil apaisé. Mais avant ça, je vais me présenter. Je m'appelle Sylvain Calar-Marchand, je suis coach parental et ce que je fais, c'est d'aider les parents à retrouver l'harmonie au sein de la famille. Le premier pilier, c'est de comprendre les besoins de sommeil par âge. Parce qu'effectivement, c'est bien de savoir comment ça fonctionne et que nécessairement un nourrisson n'aura pas les mêmes besoins de sommeil qu'un enfant qui sera plus âgé. Comment ça fonctionne? En fait, entre 0 et 3 mois, au début, c'est normal, l'enfant il va dormir énormément. Il va dormir en moyenne 14 jusqu'à 17 heures par jour. Il va dormir à peu près dès qu'il a envie et il peut partir dans des périodes de sommeil entre 10 minutes et 5 heures, 6 heures, 7 heures. Ça va dépendre. Les réveils nocturnes seront réguliers et tout à fait normal pour cette période. Ensuite, à partir du 4e mois jusqu'à environ 1 an, ce qui va se passer, c'est que l'enfant va apprendre à reconnaître les cycles, le jour et la nuit. Et c'est dans ces moments-là qu'il faudra faire attention à bien faire notamment les siestes avec un éclairage qui sera diminué, mais pas totalement diminué, pour éviter que l'enfant pense que c'est de la nuit. Ça, c'est une petite astuce qui fonctionne plutôt bien. Ensuite, à partir de 1 an jusqu'à 2 ans, le rythme est beaucoup plus régulier pour l'enfant et viennent à ce moment-là les siestes. Donc les siestes, ce seront des périodes le matin, puis parfois l'après-midi, pour justement que l'enfant puisse recharger son niveau d'énergie et continuer à avancer dans la journée tout simplement, et continuer à apprendre, continuer à explorer, continuer à interagir. Ensuite, à partir de la 3e année, donc là, les enfants rentrent à l'école, et donc ce qui se passe, c'est que on va switcher sur une seule sieste, en général l'après-midi, un peu après le repas. Et cette période-là, elle va durer jusqu'aux 5 ans d'enfant, sachant que chaque fois que vous allez faire des étapes, il peut y avoir des moments de régression. On va en parler juste après. Le point aussi important, c'est que les enfants, quand ils ont 4 ans, dans leur 4e année, ils rentrent en moyenne section. Et ce qui se passe en moyenne section, c'est que la sieste, elle est supprimée. Et ça, c'est compliqué. Je pense notamment aux parents d'enfants dont l'enfant entre en moyenne section, donc entre septembre et décembre. Ça peut être brutal pour l'enfant, clairement. Et donc brutal pour le parent, ce qui fait que dès la mi-septembre ou fin septembre, l'enfant il a beaucoup de mal à s'habituer à ce rythme-là et ça peut être très compliqué. Je sais que beaucoup de parents me contactent à cette période-là parce qu'ils sont perdus. Voilà, simplement, la moyenne section supprime la sieste. C'est pas évident, ça à prendre en compte. Et c'est une donnée, en fait, à prendre en compte dans le sommeil de l'enfant. Et en fait, à partir de 5 ans et 6 ans, là, nous sommes sur un rythme de sommeil plutôt entre 9 heures et 11 heures. Et là, ce qui va être très important, c'est de faire quelque chose de régulier. Parce que s'il n'y a pas de régularité, ça va être très compliqué pour l'enfant de comprendre comment ça fonctionne. À partir de 5 à 6 ans, l'horloge biologique est rythmée et donc l'enfant sait que vers telle heure, il va se passer le rituel, notamment l'endormissement. Le corps va sécréter les hormones permettant l'endormissement et pareil, le matin, le corps va sécréter les hormones permettant le réveil. Et c'est pour ça que euh, c'est important d'avoir une régularité dans le rythme avec les enfants. La seconde clé pour comprendre comment le sommeil fonctionne et comment aider votre enfant, c'est de créer un environnement qui soit facilitant. On va parler de 2 choses notamment. La première, c'est la chambre. La chambre en tant que telle, il faut qu'elle soit plutôt fraîche. C'est-à-dire que c'est préférable pour les enfants à partir de 9 ou 10 ans de les faire dormir dans des chambres entre 16 et 18 degrés et pour les enfants un peu plus jeunes, 18, 19 degrés maximum. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour pouvoir s'endormir, le corps il a besoin de se rafraîchir. Et on le constate bien en été, c'est très compliqué pour nous de dormir, surtout quand il fait très chaud, parce qu'en fait, ça réveille le cerveau. Concrètement, le cerveau, en phase d'activité,
intense, il va générer beaucoup d'énergie, et quand il s'endort, il génère moins d'énergie, donc il refroidit le corps. Donc c'est important d'éviter de mettre un chauffage trop fort dans la chambre pour faciliter l'endormissement. Ensuite, en termes de luminosité, l'idéal, c'est l'obscurité totale. Parce que pour justement faire le lien avec le cycle jour-nuit, l'enfant comprend que la nuit, il n'y a pas de lumière, le jour, il y en a. Et donc, pour faire comprendre en fait au corps qu'il faut qu'il s'endorme, l'obscurité totale, c'est très important. Pourtant, je sais que pour beaucoup d'enfants, c'est pas évident de dormir dans le noir. Donc, vous avez plusieurs choses. Vous pouvez mettre en place une veilleuse avec un minimum de lumière. Vous avez un indicateur qui sont les lux. Une bonne lumière, normalement, c'est moins de 1. Alors, je sais que c'est très compliqué parce qu'en fait, ça n'existe pas dans le commerce. C'est pour ça qu'en général, vous allez mettre des livres, vous allez mettre des couvertures sur les lumières, parce que c'est ce dont le corps a besoin. Et pour vous donner une idée de ce que ça peut être un luxe, en été, quand vous avez notamment la pleine lune et qu'il n'y a pas un seul nuage, vous avez de la lumière dehors. Et bien ça, c'est un luxe. Mais il faudrait que ce soit normalement moins que ça. Donc pour vous dire à quel point il faut vraiment qu'il y ait très peu de lumière. Maintenant, vous pouvez aussi mettre de la lumière au début, le temps que l'enfant s'apaise, puis après s'endorme, et après vous l'éteignez. L'idée, c'est d'éviter en fait de retarder trop l'endormissement, parce qu'en fait la lumière, elle va sécréter des hormones de réveil, alors que la pénombre va sécréter des hormones d'endormissement. Donc si votre enfant est dans le noir, mais qu'il y a une lumière, qui regarde la lumière, son cerveau il se dit attends, là il est 21h, je suis censé dormir, et en même temps je suis censé sécréter des lumières pour rester éveillé. Il est complètement perdu, les enfants sont perdus, et c'est là où on a des crises, on a des enfants qui se lèvent pour avoir un verre d'eau, pour encore une heure supplémentaire, parce qu'en fait le corps il est complètement perdu. Si vous mettez en place une veilleuse, mettez-le loin du lit et loin des yeux de l'enfant. L'idée, c'est simplement qu'il y ait une forme de lumière très légère. Comme ça, s'il se réveille la nuit, il voit qu'il n'y a pas de monstre, qu'il n'y a pas d'ombre non plus. Ça, c'est très important. Pas d'ombre bizarre qui soit projetée sur les murs. Ensuite, dernier point concernant la chambre, pas de jeux dans le lit, ou alors des jeux qui sont très calmes. Donc des jeux où on va parler, on ne fait pas des chatouilles, on ne saute pas, on fait vraiment des choses calmes. Parce qu'en fait, le lit, c'est l'endroit où on dort. Il faut que l'enfant il associe lit, dormir. C'est pas lit, jouer, parce que sinon, quand l'enfant va aller au lit, il va se dire super, on va jouer, on va lire une histoire, on va faire ça. Moi, j'ai vraiment fait des espaces dans la chambre, pourtant on n'est pas très grande, mais il y a un espace où on dort, le lit, et un espace où on fait les lectures. Voilà, c'est un coussin par terre, tout simplement, mais comme ça, l'enfant, il sait que quand il va là, c'est pour la lecture, quand il va là-bas, c'est pour l'endormissement. Et donc ça, c'est le côté prisme de la chambre, et aussi le prisme des distractions. Alors, bien évidemment, jamais d'écran le soir. Alors, sur les écrans, je pourrais en parler longtemps parce qu'il y a énormément de choses à dire. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo sur les écrans. Sur les écrans, en fait, le principe, c'est que ça va réveiller, c'est pareil, ça va réveiller le cerveau. Et si vous faites des écrans avant l'endormissement, ben, le temps que ce soit un peu digéré par le cerveau, ces informations, ben, pendant ce temps-là, l'enfant, ben, il ne peut pas dormir parce que son corps ne sécrète pas des hormones permettant de l'endormissement. Donc le conseil, c'est d'arrêter les écrans au minimum 30 minutes, 45 minutes, voire même 1 heure avant l'endormissement. Et pour les enfants qui sont à l'école, moi, je conseille même pas du tout d'écran le soir pour éviter justement que ça puisse avoir un impact sur le sommeil. Également, ce qui va être important, et c'est le dernier point sur cette clé qui est donc créer l'environnement propice au sommeil, ça va être de justement limiter les stimulations. Et les stimulations, elles sont nombreuses. Et pour comprendre quelles sont les stimulations, en fait, on va les classer par type. Vous allez avoir les stimulations visuelles. Donc les visuels, ce sont par exemple des photos qui ramènent des souvenirs, parce que quand l'enfant il va regarder une photo de vacances, bah, il va revivre ses vacances, et là ça va le replonger dans un cycle où il va être actif, donc à éviter. Stimulation visuelle, on pense aussi à la lumière, on pense au nombre de jouets notamment qu'il peut y avoir dans la pièce, parce que plus le regard a de chances de s'accrocher sur des choses, plus l'enfant a une probabilité de se réveiller, de réveiller son corps et dire bah tiens, on va parler de ça, tiens, on va jouer à tel jeu. Non, l'idée c'est justement qu'il y ait le moins de stimulation possible. Ça c'est pour les enfants qui sont plutôt visuels. Pour les enfants qui sont plutôt
auditif. Ce qui va être très important, c'est donc de parler moins fort. Donc là, ça va être pour vous de toujours parler avec votre enfant, mais vous parlez moins fort, vous parlez plus lentement, et comme vous allez incarner ça, lui va vous imiter, il va vous recopier, il va faire la même chose. Donc, quelque chose qui fonctionne bien aussi, c'est au début, vous faites, par exemple, le brossage de dents, la toilette, avec une voix normale. Puis après, quand vous allez commencer les rituels dans la chambre, de lire une histoire, par exemple, de chanter des chansons, là, vous allez baisser le niveau sonore et vous allez inviter l'enfant à faire de même. Vous pouvez utiliser une métaphore, par exemple, quand on parle, c'est la voix je sais pas, du chat. Ensuite, quand on lit une histoire, c'est la voix de la souris. Donc là, c'est comme ça, la souris, elle parle comme ça, pour que l'enfant il puisse comprendre ce que c'est. Donc en plus, il va trouver ça rigolo, donc il y a toutes les chances qu'il joue. S'il joue, il y a toutes les chances qu'il coopère. Et ensuite, quand vous êtes dans le lit, vous pouvez faire la transition souris qui devienne fourmi. Et là, c'est vraiment, on chuchote tout doucement, on ralentit. Et en fait, en faisant ça, vous allez envoyer un message de ralentissement. Et ça tombe bien, c'est exactement ce dont a besoin le corps de l'enfant pour s'endormir, de ralentir progressivement. Et enfin, dernière stimulation, donc on parlait des visuels en premier, ensuite des auditifs, et il y a les enfants qui sont kinesthésiques, donc les enfants qui sont sensibles au toucher. Donc ça veut dire que ce sont des enfants qui aiment bien le contact, qui ont besoin d'être pris dans les bras, qui ont besoin de toucher votre visage, qui ont besoin d'être collés à vous. Ça, ce sont des enfants qui sont plutôt kinesthésiques. Donc oui, au début, vous allez leur donner justement accès à ça, et progressivement, vous allez vous faire reculer, mettre moins de contact, moins de guillis. On doit bien évidemment, et je vous encourage à faire, si l'enfant est OK, des caresses, des petits bisous, mais les espacer dans le temps, parce que si l'enfant attend des stimulations kinesthésiques et que vous lui en donnez, ben en fait, ça le réveille. Vous voyez, c'est ça le principe. Donc, on va ralentir ça. Et dans le kinesthésique, il y a aussi les émotions. Donc, on va éviter de raconter des histoires qui soient très tristes le soir, parce que justement, s'il se connecte à une tristesse, ça peut l'animer et ça va être compliqué après de gérer le sommeil. Ça, c'est le deuxième pilier. Le troisième pilier, qui est essentiel, ce sont les routines. Pourquoi c'est important d'avoir des routines? C'est très simple, c'est qu'en fait nous sommes des êtres humains et nous sommes des créatures d'habitude. Nous avons besoin d'avoir des habitudes. Pourquoi? Parce que les habitudes rassurent. Ce qui va se passer, c'est que l'enfant, il va avoir besoin de comprendre par quelles étapes il va passer pour, entre guillemets, commencer, je sais pas, au moment où il rentre de l'école et le moment où il dort complètement. Il va passer par des étapes. Et l'idée, c'est de lui faire comprendre via les routines que les étapes, il va les vivre progressivement. Donc l'idée, ça va être de mettre notamment une heure fixe pour le coucher, une heure fixe pour le lever, pour qu'en fait, à chaque fois, il sait que à 20h30, on éteint les lumières, par exemple. À 20h15, on lit l'histoire. À 20h, on va se brosser les dents à 50, on finit le dessert. Vous voyez, l'idée, c'est d'avoir des repères. C'est pas non plus de tomber dans des choses extrêmes où si à 19h51, c'est pas le cas, ça marche pas. C'est simplement de s'offrir une flexibilité avec plus ou moins 15 minutes. Mais pas plus, parce que sinon, après, ça décale, et si ça décale, c'est pas rendre service au corps. Donc l'enfant, il va avoir du mal à comprendre ce qui se passe dans ces moments. La troisième étape, c'est l'importance des routines. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'enfant, il va être dans un mode actif et on veut qu'il passe dans un mode où il est plutôt endormi. Et donc, pour faire la transition, il lui faut qu'il comprenne qu'il va passer par des étapes. C'est ça notre rôle. Notre rôle, c'est de l'accompagner à comprendre qu'il va passer par des étapes. Et plus on avance dans les étapes, moins il va y avoir donc de stimulation pour lui permettre de passer d'un état d'éveil à un état d'endormissement. Ce qui va être important, c'est notamment un point essentiel de fixer une heure de dodo et une heure de réveil. Et que cette heure-là soit à peu près la même tous les soirs. Alors, plus ou moins 10 minutes, un quart d'heure max, mais c'est de faire comprendre au corps qu'il va passer par différentes étapes et qu'à la fin, ça finit toujours par un endormissement. Et comment on fait ça? En mettant en place des routines. Donc on va définir avec l'enfant qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce que vous attendez de lui le soir, donc ça, parce que ça, c'est votre responsabilité. Maintenant, la responsabilité de l'enfant, c'est d'exécuter, en fait, ses tâches et de suivre la routine. Pour les enfants qui sont mismatch, donc qui ont tendance à s'opposer,
à ce que vous leur demandez. Ça, c'est un métaprogramme, je peux vous en dire plus. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Pour les enfants qui sont mismatch, ce qui va se passer, c'est qu'ils ont besoin de pouvoir. Et à ce moment-là, vous pouvez leur en donner. Comment? Vous leur dites, voilà ce que vous devez faire le soir, donc se brosser les dents, se laver le corps, mettre de la crème, lire une histoire, faire une chanson, etc. Vous allez dire, ok, dans quel sens tu veux qu'on le fasse? Vous lui donnez le pouvoir, et à la fin, il faut lui faire comprendre que tout devra être fait. Mais lui, il a le pouvoir de choisir dans quel ordre ce sera fait. Et ça peut marcher pour les enfants qui sont plutôt mismatch. Ce qui va être important aussi, c'est nécessairement de faire des activités qui soient calmes au moment du coucher. Donc une fois que vous avez fait le rituel, que l'enfant a choisi dans quel sens c'est fait, l'idée va être d'apaiser en fait les activités. Et les dernières activités que vous allez faire avant l'endormissement, ça va être des choses qui sont très apaisantes. Donc on peut penser aux histoires, bien évidemment, mais il y a plein de choses. Vous pouvez chanter, vous pouvez faire du yoga, de la méditation, de la relaxation, vous pouvez faire de l'hypnose, vous pouvez leur faire écouter des musiques calmes, des méditations guidées. L'idée ici est que l'enfant doit prendre conscience de son corps et de sa fatigue pour qu'il se dise en conscience, le meilleur choix que j'ai à faire, c'est de dormir. Parce qu'encore une fois, l'enfant, il va toujours coopérer, il va toujours faire en sorte que ça se passe bien pour vous, dans la limite de ce qu'il comprend de lui-même. Si l'enfant il ne comprend pas, il ne se connecte pas à ce sentiment de fatigue, ça va être très compliqué pour lui de comprendre qu'il est fatigué. Donc à ce moment-là, il va vous dire ah ben non, je suis pas fatigué et bailler en même temps. Vous voyez ça? Ou vous voyez qu'il se frotte les yeux. Non non, je vais encore rester, je vais être avec toi. Non, je vais descendre avec toi dans le salon. En fait, c'est qu'il n'a pas conscience totalement qu'il est fatigué. Il lutte. Ben dans ces moments-là, dans les moments où on va faire justement de la méditation, de la relaxation, on va être centré sur le corps. Et là, le message, il n'aura que ça à faire. Il aura juste à penser à ce message de je suis fatigué. Donc le corps lui envoie le message je suis fatigué. La meilleure chose à faire, c'est de fermer les yeux. C'est ça qu'on va viser justement avec une bonne routine et notamment dans la dernière étape. Et le dernier point qui peut être utile pour vous concernant les routines, c'est d'exercer en fait la responsabilité des routines par quelque chose d'extérieur. Parce que si à un moment donné vous vous rappelez toujours, brosse-toi les dents, allez, lave-toi, mets de la crème, va mettre ton pyjama, mets tes habits au sale, etc., etc., vous avez le mauvais rôle. Donc vous avez le rôle de rappel. Prenez les routines, définissez les routines que vous souhaitez, vous les faites valider à votre enfant, et vous prenez ça, vous le matérialisez en fait par un calendrier de routine, par exemple. Vous pouvez avoir l'enfant, vous prenez en photo l'enfant dans chacune de ses tâches, et vous trouvez ça fun, vous imprimez les photos, et vous mettez ça sur le mur, avec éventuellement une pâte à fixe, comme ça vous lui demandez, notamment pour les enfants mismatch, dans l'exemple d'avant, dans quel ordre tu veux faire la routine ce soir. Et comme il choisit, il s'implique, et quand il s'implique, c'est vachement plus dur pour lui de se déresponsabiliser de « ah ben non, j'ai pas envie de le faire ». Et à ce moment-là, ça traite juste ça donne une information, peut-être qu'il a un besoin, et à ce moment-là, quand on a besoin, on peut écouter le besoin, le traiter, parce qu'une fois que le besoin est traité, il passe les différentes étapes. Et ça, c'est vraiment sympa, et ça marche très très bien avec les enfants. Quatrième étape, votre enfant dort. Ok, qu'est-ce qui va se passer? Il risque de se réveiller, et ça, c'est complètement ok. Les réveils nocturnes sont normaux chez les enfants. Ce qui va se passer, c'est que chez le jeune enfant, donc moins de 2 ans, moins d'1 an même, les cycles de sommeil sont plutôt de l'ordre de 45 minutes. C'est-à-dire qu'au bout de 45 minutes, le cycle est fini, on se réveille à chaque fois. Et c'est valable aussi pour les adultes. Les adultes, surtout les enfants à partir de 3-4 ans, les cycles vont progressivement se normaliser à 1h30. Ça veut dire qu'en fait, même vous, toutes les heures et demie, vous allez avoir un micro-réveil. Ce qui se passe, c'est qu'en général, quand on est tellement fatigué, on se rendort et on repart sur un cycle d'1h30, etc., etc. Et nous, plus on avance dans les cycles, plus on est régénéré. Et à un moment donné, on est tellement régénéré que on se réveille. Ça, c'est ce pourquoi on est programmé naturellement. L'enfant, il est programmé naturellement pour ça aussi. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est au bout d'1h30, il se réveille. S'il est trop fatigué, il va se rendormir. Même si à ce moment, il a peur de quelque chose, il va se rendormir. Par contre, s'il y a une très grande peur qui s'active à ce moment-là, là, il va vous appeler. Il va vous dire ah, nanana, et il va vous dire peut-être des fois n'importe quoi. Et c'est important de différencier ce qu'il va vous dire du besoin. Besoin peut-être d'être rassuré, besoin d'être en sécurité. C'est pour ça qu'on peut donner des doudous à ce moment-là, qu'on va simplement être là, être présent pour rassurer l'enfant, parce que notre simple présence peut les rassurer.
Mais parfois, c'est autre chose qui se joue à ce moment-là. Et donc, c'est de comprendre ce qui se joue. Parce qu'une fois qu'on a compris le besoin, encore une fois, on peut comprendre le comportement. Et une fois qu'on a compris tout ça, ça va être très facile euh, de trouver une solution. Donc, chaque heure et demie, l'enfant va se réveiller. Et s'il est sécure et qu'il a une bonne expérience du sommeil, ben, il se rendort. Et s'il n'est pas sécure et qu'il a une mauvaise expérience du sommeil, il vous appelle, ou parfois même, il vient dans votre lit, il va dans votre chambre, et là, il va insister lourdement pour faire des choses bizarres, comme « Ah ben non, j'ai plus sommeil, il est 1h du matin, j'ai plus sommeil ». Non, on différencie le message du besoin, on est bien d'accord. Hein. À 1h30 du matin, il a besoin de faire dodo, mais vous le savez. Donc l'idée, c'est de différencier le besoin du comportement. Ce qu'il faut faire dans ces moments-là, je sais que c'est dur, ça va être de rester le plus calme possible. Donc en fait, un conseil, dites rien. Soyez là. Dites rien parce qu'il y a plus de chances que si vous ouvrez votre bouche, vous dites des choses qui vous énervent. Parce que des choses comme pourquoi tu me réveilles, pourquoi tu dors pas, je comprends pas, tout ça. Il vaut mieux ne rien dire que dire ce genre de choses. Ensuite, vous pouvez quand même checker la température quand même, vérifier s'il a pas trop chaud, pas trop froid, si la couverture elle est pas tombée, si il a pas enlevé son pyjama pour s'endormir et que maintenant il a froid, parce que parfois ça peut aussi vous aider de comprendre comment ça se passe. Évitez absolument de sortir l'enfant de son lit ou évitez qu'il sorte. Bon, s'il est sorti, vous n'allez pas le remettre de force dans le lit, vous allez l'accompagner fermement, mais avec bienveillance, dans le lit. Parce que le lit, comme je disais tout à l'heure, c'est pour faire dodo. Donc si on est debout, c'est pas pour faire dodo. Donc son corps, il va se dire, ok, bah, tu te lèves, donc c'est fini. On va vraiment, vraiment, vraiment éviter ça. L'idée, à la fin, ça va être de l'accompagner vers un endormissement et de faire en sorte que l'enfant il puisse se réguler tout seul et se rassurer tout seul. Parce qu'une fois qu'il a la conviction que le sommeil c'est utile pour lui, que ça lui fait du bien et qu'en fait quoi qu'il se passe, ben, il est sécurisé et que tout va bien, ben, il dort et il vous embête pas. Et donc vous dormez aussi. La dernière clé est sans doute une des plus importantes parce que quand vous allez écouter ce que je vais vous dire, vous n'en aurez probablement pas conscience. En fait, la dernière clé du sommeil, c'est vous. Oui, vous, parce que votre état émotionnel va influencer l'enfant. Si lorsque vous vous endormez, vous êtes stressé, vous avez passé une journée compliquée au boulot, votre conjoint ne vous soutient pas, vous êtes épuisé, vous avez vos batteries à plat parce que vous-même vous ne dormez pas, comment voulez-vous rassurer l'enfant par votre être, parce que vous êtes, non pas parce que vous faites, par votre manière de vous tenir, votre posture, votre non-verbal, comment vous voulez aider votre enfant à dormir? C'est pas possible. L'enfant, il va sentir qu'il y a une tension. Vous allez beau lui dire, rendors-toi, tout va bien, allez, c'est bon de dormir, vous utilisez tous les subterfuges, votre corps, il dit un message contraire. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? L'enfant, il est incapable de comprendre quel est le message. Et pour vous dire, très souvent, notamment lorsque vous avez la sensation d'avoir tout essayé, que les 4 points que je vous évoquais, vous êtes en train de me dire non mais ça c'est évident, j'ai tout fait mais je comprends pas. Et même parfois, je suis allé voir un spécialiste, je suis allé voir quelqu'un, je suis allé voir un hypnothérapeute, ça on me l'a dit, hein. Je suis allé voir, j'ai fait des séances d'énergétique avec mon enfant, ça marche pas, ça marche pas. En fait, c'est que le problème, il vient pas de l'enfant. Le problème, il vient de vous. Et ça, c'est très bien, parce que si le problème vient de vous, c'est-à-dire que la solution vient de vous également. Et en fait, c'est très facile, parce qu'en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que les parents qui ont notamment un problème avec le sommeil de leurs enfants, ce sont les parents qui ont un problème de séparation. Et la séparation, elle peut prendre plusieurs choses. Ce qui va se passer, c'est que ça va se jouer à un niveau très, très, très largement inconscient. C'est-à-dire que même quand je vais vous parler de ça, ça peut ne pas du tout résonner en vous. Mais si vous avez déjà tout testé et que rien ne fonctionne, c'est que le problème vient de vous. Et c'est très bien, encore une fois. C'est très bien que ça vienne de vous. Ce qui va se passer, c'est que vous avez eu une expérience dans votre passé, dans lequel vous avez associé le sommeil à la séparation. Et parfois, la séparation, c'est toutes les séparations. On ne sait plus de voir. Ça peut être la séparation extrême qui est la mort, puisque c'est la plus grande forme de séparation. Et donc, qu'est-ce qui peut s'être passé dans votre vie? Soit en tant qu'enfant, vos enfants, quand vous étiez enfant, pardon, vos parents vous laissaient tout seul dans votre chambre, vous pleuriez, et vous appeliez et personne venait, et vous vous êtes endormi, parce qu'un enfant va finir toujours par s'endormir, même si vous venez jamais le voir, mais il va s'endormir avec quoi? L'idée que je vais mourir, ou je vais être seul, ou je mérite pas, ou une idée noire, et donc ça va être implémenté dans votre inconscient. Vous allez finalement
traverser votre vie, vous allez devenir parent, et là, bim, ça revient. Et clairement, si vous avez mal été accompagné dans votre sommeil par vos parents, vous êtes sûr que ça va sortir pour vos enfants. Ensuite, ce qui peut se passer, il peut se passer aussi ce que j'appelle des drames, des situations compliquées, c'est-à-dire que vous avez vécu notamment des événements traumatiques dans lesquels vous ne voyez absolument pas le lien avec le sommeil. Je pense notamment à des fausses couches. Vous avez perdu un enfant. C'était très compliqué, et donc à ce moment-là, vous avez engrammé quelque chose de très violent dans votre corps, qu'en fait, ben, l'endormissement égale la séparation, égale la mort. Vous avez aussi parfois des mamans qui m'ont raconté que lorsqu'elles ont donné naissance à leur enfant, ben, l'enfant ne respirait pas, par exemple, avait un problème de santé. Et donc, les infirmières ont fait leur taf, c'était très correct, c'était très bien ce qu'elles ont fait. Elles l'ont pris, elles l'ont emmené, et peut-être pendant 30 minutes, 1 heure, 2 heures, vous avez accouché, vous attendiez à avoir votre enfant, puis en fait, ben, il n'est pas là. Il n'est pas là. Et donc, vous vous dites des choses dans votre tête. Et si personne n'est là pour vous rassurer, vous allez vous dire comme des trucs, ben, il est mort, est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il va pas, qu'est-ce qui se passe? Angoisse, séparation, hop, ancrage dans le corps, marque. Et donc, même si 2 heures après, tout va bien, c'est trop tard, ça a fait une décharge émotionnelle forte, personne ne vous a accompagné, et vous avez une marque à l'intérieur. Et ça va se rejouer. Il y a eu aussi des histoires, enfin, je vous donne plein d'exemples, je ne sais pas quelle est votre histoire, mais si les 4 clés d'avant n'ont pas fonctionné, il y a de très grandes chances que la réponse elle se situe là. J'ai une maman qui m'avait dit qu'elle avait accouché de jumelles et qu'il y en a une qui était décédée. Et pourtant, elle est allée voir un psychologue, c'était clair pour elle, ça allait mieux. Mais en fait, il y avait toujours cette association sommeil, séparation, mort. Et ça, c'est super important parce qu'en fait, quand vous avez conscience de ça, ça va être très facile pour vous de vous libérer de ça. Et comprenez aussi que quand vous vous endormez, pour tout, vous pouvez avoir des réactions un petit peu énervées parce que vous êtes fatigué. Ça, c'est normal. Maintenant, si vous observez, et c'est valable aussi dans d'autres domaines de parentalité, que vous avez des réactions qui sont disproportionnées, très fortes, que vous allez monter très vite dans les tours, que vous allez très rapidement hurler sur votre enfant, que vous allez, je sais pas, le secouer, lui mettre des claques, ce genre de choses, que c'est très violent. En fait, à ce moment-là, ça ne parle pas de lui, ça parle de vous. Vous rejouez en fait quelque chose pour lequel vous n'avez pas été accompagné en tant qu'enfant par vos parents ou par d'autres. L'idée, c'est pas de mettre la culpabilité sur les parents. Ils ont fait comme ils ont pu, avec le niveau de conscience qu'ils avaient à leur époque, par rapport à leur niveau d'information. D'accord? Donc vous, c'est de prendre conscience de ce que vous ne voulez plus, de l'observer, de dire ça, j'en veux plus. Si vous remarquez que le soir, vous observez que ça revient régulièrement et que vous avez tout tenté sur votre enfant, ça veut dire que ça vient de vous. Et c'est une très bonne chose parce qu'en fait, en une séance, c'est possible de radicalement changer. Et vraiment, c'est le jour et la nuit. Pour les mamans que j'ai accompagnées, que je vous ai citées, tu vois qu'on avait testé toutes les choses avant et que rien ne fonctionnait, ça voulait dire que ça venait du parent. Et je peux vous dire que ça se passe, la séance elle dure 1 heure. Au bout de l'heure, on sent que quelque chose s'est passé. En général, c'est très intense émotionnellement. Et le soir même, il y a des changements immédiats. Parce que vous avez coupé ce lien de sommeil, anxiété, mort, séparation. Tout ça, c'est supprimé. L'enfant le sent et il réagit. Et la plus belle histoire que j'ai à ce sujet, c'est une maman, peut-être qu'elle va se reconnaître dans le témoignage, c'était une maman dont la fille ne dormait toujours pas. À 9 ans, elle dormait dans le lit de ses parents parce que c'était compliqué pour elle de dormir à 3, puis c'était pas ok. Elle osait pas en parler, elle en avait honte de dire mais ma fille elle a 9 ans, c'est pas normal qu'elle dorme encore dans le lit. Et, et en traitant, en accompagnement cette maman, il y avait une histoire de deuil à la naissance qu'elle avait pas traité, elle ne voyait pas le lien, on a traité ça ensemble. Le soir même, la maman elle m'a envoyé un message pour me dire écoute, il s'est passé un truc, Sylvain, c'est que ma fille m'a demandé en 9 ans, m'a dit, écoute, je crois que je vais aller dormir dans mon lit. Même moi, j'ai été surpris. Pour autant, ça fait longtemps que j'accompagne des parents, mais quand j'ai des résultats comme ça, quand mes parents ont des résultats comme ça, mais vous pouvez pas savoir à quel point je suis fier d'eux, fier de leur transformation, fier de ce qu'ils ont réussi à faire pour leur enfant, de se dépasser des traumas et des conditionnements pour leur enfant. Et c'était magnifique. Et depuis ce jour, l'enfant dort dans son lit et les problèmes de sommeil ont. Alors c'était clé à ce moment-là. Elle me disait aussi, moi je suis toujours très réaliste avec vous, je donne tout. Il y a eu des moments où il y a eu des réveils, la fille revenait, mais elle savait en fait qu'elle
qu'elle était sur le bon chemin. Et à chaque fois que sa maman intervenait pour la rassurer, elle était au clair. Donc elle pouvait avoir cette posture de je suis calme, je suis là pour l'aider. Il n'y avait pas de réaction très forte. Donc ça permettait à l'enfant de passer ses propres barrières. Et 15 jours après, l'enfant dormait dans son lit et était totalement autonome. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner, à cliquer aussi sur la cloche pour pouvoir avoir des notifications. Et n'hésitez pas en tout cas à m'envoyer aussi des messages si vous avez besoin de conseils ou d'aide pour le sommeil. Très belle journée à vous et à bientôt.